Ces gens-là produisent en permanence de la théorie du complot, et pour vous donner une idée de ce que ça représente, Égalité-Réconciliation, qui est de loin le premier site d'extrême droite en langue française, et le premier site complotiste aussi français, c'est aussi le premier blog politique français, le plus consulté. Commençons. Alors j'aime pas trop le terme, moi, chasseur, parce que j'ai pas l'impression de faire ça, mais alors, en gros, je me suis intéressé aux théories du complot parce que j'avais l'impression que ce sujet n'était pas traité comme il aurait dû l'être. À l'époque, j'ai commencé le site en 2007, et avant ça, je m'intéressais depuis longtemps au négationnisme. Et j'étais lecteur de livres sur le conspirationnisme. Dès 2002, il y a eu un grand moment qui était le livre de Thierry Messant sur les attentats du 11 septembre 2001. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, mais il y a eu un livre qui s'est écoulé à 200 000 exemplaires en France, qui s'appelait L'effroyable imposture de Thierry Messant, qui a bénéficié d'une couverture média absolument sans précédent sur France 2, dans l'émission du PAF le plus regardée à l'époque, celle de Thierry Ardisson, où Thierry Messant est venu expliquer à l'antenne que nous avions en réalité à faire un coup d'État le 11 septembre 2001, que ce n'était pas du tout un attentat djihadiste comme on le pensait, et il écrivait qu'aucun avion s'était écrasé sur le Pentagone. Et puis un livre, une contre-enquête avait été réalisée, alors qui elle s'est écoulée à beaucoup moins d'exemplaires, mais de 2 journalistes professionnels, ce que n'était pas Thierry Messant. Thierry Messant n'a pas enquêté, par exemple, sur le 11 septembre, il n'a pas mis un pied aux États-Unis pour faire son enquête sur le 11 septembre. Et donc ce second livre qui débunkait, qui démontait la thèse complotiste de Thierry Messant, a été diffusé beaucoup moins, mais moi je l'ai lu à l'époque, et on avait gardé l'idée que le discours conspirationniste fonctionnait dans sa méthode, dans ses ressorts argumentatifs, rhétoriques, comme le discours négationniste, avec lequel j'étais par ailleurs assez familier. Et puis en 2005, de nouveau, on reparle de ces choses-là, parce que le premier blockbuster du net à l'époque, c'est-à-dire le film, la vidéo qui était postée sur Google Vidéo à l'époque, c'était pas encore YouTube, le premier blockbuster du net, c'était un film conspirationniste qui s'appelle Loose Change, qui expliquait là aussi que les attentats du 11 septembre n'étaient pas du tout ce qu'on croyait, et qui développait tout un argumentaire expliquant que tout ça était un vaste mensonge. Et un certain nombre de bouquins ont été publiés en 2005 que j'ai lus comme historien des idées, c'est ma spécialité à l'origine, qui m'intéressait. Et donc j'ai fait à l'époque le site que j'aurais voulu lire comme internaute. J'ai pas plus d'ambition que ça. Et puis j'ai continué. Et depuis le début de cette année, je fais ça maintenant à temps plein parce que j'ai réussi à avoir le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en l'occurrence, qui s'inquiète énormément de la montée du conspirationnisme, et parce que aussi, en janvier 2015, très clairement après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, il y a eu une prise de conscience très nette dans les médias, dans l'opinion publique en général, et même au plus haut niveau de l'État, sur le problème que constituait le conspirationnisme. Donc voilà comment je suis venu à ça. Je ne veux pas être plus long parce que je vais quand même céder la parole à Thomas, mais juste pour vous dire, l'idée c'était à la fois de traiter du sujet sans exclusive, c'est-à-dire de parler de toutes les théories du complot, de montrer par l'exemple, en documentant le phénomène, qu'en fait on a affaire à la même structure qui se déploie systématiquement de la même manière, et de montrer aussi que derrière les théories du complot, il y a des théoriciens du complot, il y a des gens en chair et en os qui mettent ces choses-là en circulation, qui les produisent et qui les mettent en circulation, et ces gens-là, qui sont des conspirationnistes professionnels, des informateurs professionnels, parfois des vrais mercenaires de la désinformation, je vais pas Thierry Messant, il y en a d'autres, eux ont un agenda politique. Donc si vous voulez, l'idée c'est aussi de retourner contre la théorie du complot, sa grande question,
qui est à qui tout cela profite, à qui ça profite, à qui profite le complotisme en fait. Et voilà, il s'agissait de montrer, de documenter cette mouvance-là, et ce dont je me suis aperçu assez rapidement d'ailleurs, c'est que en fait, cette mouvance-là est complètement intriquée avec la mouvance négationniste, dont je parlais un peu tout à l'heure. On reviendra après, si vous le souhaitez, sur le sujet. Voilà, bonsoir à tous. Merci déjà à l'ESJ d'organiser ce débat, merci à vous d'être présents ce soir. Merci à cette super présentation qui avait au moins le mérite de rappeler, effectivement, avant de vous expliquer pourquoi on s'attaque aux théories du complot, vous avez tout de suite compris que ça avait un coût important quant à la réputation en ligne. Dans un monde dans lequel beaucoup de choses se passent par Internet, c'est pas totalement anodin et ça démontre quelque chose qui est le poids pris dans le monde d'aujourd'hui par ce qu'on va appeler la désinformation au sens large, dans laquelle va rentrer la théorie du complot. Moi, je suis journaliste, j'ai fait le CFPJ entre 2002 et 2004, après j'ai travaillé dans divers journaux papier, après j'ai fait de la presse vidéo, j'ai toujours travaillé sur Internet, et en fait, moi quand je suis devenu journaliste, c'était plus pour ressembler à Bob Woodward et à révéler des trucs un peu comme le Watergate. Moi, j'étais pas exactement, je me destinais pas à travailler sur des faux complots. J'ai d'ailleurs très longtemps travaillé sur un vrai complot, celui de la CIA pour destituer le gouvernement de Salvador Allende au Chili en 1973. Et il se trouve que mon travail et ma perception du monde dans lequel on vit m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, les vrais complots existaient toujours et qu'il faudrait les dénoncer, les combattre, mais qu'il y avait aussi une nouvelle arme sur Internet, les faux complots et les fausses informations. Je vois que vous êtes assez nombreux à avoir un ordinateur devant vous. Et je dirais que, pour que vous compreniez pourquoi moi je me suis mis à faire ça, vous tapiez un ou deux mots-clés dans Google. Ça vous dit ? Alors, on ouvre tous une page Internet. Voilà. Et on va taper tout bêtement le mot pas, P-A-S, espace, D', avion, pas d'avion. Alors, ils sont où les pas d'avion ? Ils sont dans les tours et ils sont le 11 septembre. Alors, vous voyez, pas d'avion, on pourrait plutôt penser qu'il s'agit de quelqu'un qui a raté son avion, qui a raté sa correspondance, qui a un problème de transport. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, la principale source d'information dont on dispose, c'est Internet. Dès qu'on se pose une question, on la pose à Internet. Je voudrais que vous essayiez, par exemple, pour comprendre qu'il y a aussi des moyens de lutter contre tout ça, que vous tapiez YouPorn dans Google. Enfin, n'allez pas jusqu'au N. Mais voyez si Google vous suggère quelque chose. Voilà. Donc, ça veut bien dire que Google est capable de suggérer ou pas un certain nombre de choses. Et en fait, en comprenant, en tapant un certain nombre de mots-clés, on se rend compte de l'immense influence de tout un tas de contenus qui racontent des mensonges et qui vont toucher de manière très importante les indécis. C'est-à-dire les gens qui vont aller poser une question de manière un peu honnête à Google, en espérant que Google va répondre lui aussi de manière honnête. On a beaucoup travaillé ensemble avec Rudy sur toutes ces questions de théorie du complot, et on a aussi, pour pas que vous pensiez que c'est un complot, travaillé avec qui présente cette conférence. Elle a fait un stage chez Spicy pendant 2 mois alors qu'on était en train de sortir le film, donc pour ne pas vous cacher une information et que vous imaginiez qu'elle est sympa parce qu'on a travaillé ensemble, je préfère vous dire qu'on a travaillé ensemble, et comme ça tout le monde est content. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Alors d'abord, il faut dire ce qu'est le complotisme, peut-être à l'échelle internationale. Il y a aux États-Unis quand même un président qui a été élu au terme d'une campagne qui pour la première fois était marquée, et vraiment dans les annales de l'histoire politique américaine, par un déferlement de thèses complotistes. Il y a un site, je ne sais plus si c'est Politico ou un autre, qui avait recensé, répertorié toutes les théories du complot énoncées par Donald Trump pendant la campagne. Ça dépassait la centaine.
avec des tweets du genre le réchauffement climatique est une imposture créée par et pour les Chinois. Des choses absolument dingues sur Barack Obama, sur Hillary Clinton, comme ayant été à l'origine de la création du groupe Daesh. Enfin, voilà, pour parler des plus importantes, il y a eu cette fameuse théorie du complot du Pizzagate. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Pizzagate aurait pu se terminer de manière funeste, parce qu'il y a quand même un type qui se nourrissait de ces choses-là sur Internet, qui est allé jusqu'à tirer un coup de feu dans une pizzeria, parce qu'il était persuadé que sous sol de ces pizzerias, il y avait un trafic d'enfants, un trafic pédophile, sachant que la pizzeria en question n'a pas de sous-sol. Donc ça a pris des proportions folles, et Trump a été élu malgré son recours aux théories du complot, ou grâce à son recours aux théories du complot, on ne le sait pas, mais en tout cas ça n'a pas empêché d'être élu. Ça c'est inquiétant, et Trump est allé en décembre 2015, donc quelques mois avant les primaires républicaines, au micro de Alex Jones, qui est le pape du complotisme américain. Alex Jones, c'est plus d'1 milliard de vues, de vues sur YouTube. C'est quelqu'un qui interprète le réel systématiquement à l'aune de la thèse du complot, le complot de la gauche, des démocrates, des écologistes, et tout événement qui se produit aux États-Unis, que ce soit des événements politiques étrangères ou des fusillades, des attentats, sont intégrés à son grand récit, à sa grande narration complotiste. Quand il y a une fusillade aux États-Unis, dans une église ou dans une école ou dans un cinéma, Alex Jones explique que c'est en réalité un complot des démocrates pour instaurer un contrôle sur les armes à feu et mettre à bas le deuxième amendement. Voilà. Et Alex Jones est prisonnier de cette vision du monde, parce que le jour où il s'arrête de produire de la théorie du complot quotidiennement, eh bien c'est comme un cycliste qui s'arrêterait de pédaler, il tomberait de son vélo. Alex Jones c'est pareil, il ne peut pas en sortir. Et vous avez en France l'équivalent avec Alain Soral et tout ce qu'il y a autour d'Alain Soral, Dieudonné, Thierry Messant, qui écrit en français mais qui n'est plus en France depuis 2008, qui est maintenant au service du régime syrien. Ces gens-là produisent en permanence de la théorie du complot, et pour vous donner une idée de ce que ça représente, Égalité-Réconciliation, qui est de loin le premier site d'extrême droite en langue française, et le premier site complotiste aussi français, c'est aussi le premier blog politique français, le plus consulté. C'est-à-dire devant les blogs politiques, le blog de Mélenchon, qui a beaucoup de succès par ailleurs. C'est quelqu'un qui a une trentaine de salariés, donc c'est une petite entreprise de la désinformation complotiste, Alain Soral, et c'est un site Égalité-Réconciliation. Là aussi on pourrait faire un exemple sur Google, en tapant EG dans la barre de recherche de Google, et où Google vous suggère immédiatement Égalité-Réconciliation, juste en tapant EG, quoi. Égalité-Réconciliation, c'était en 2013-2014 un site qui se positionnait à la 240e place des sites les plus consultés en langue française. C'est-à-dire tous sites confondus, pas seulement les sites politiques. Il était devant le site des Inrocks, devant Télérama, devant le site de La Poste. Donc c'est une force de frappe absolument considérable, avec toute une petite économie du complot autour de ça. Les journalistes de street press sont penchés un peu sur le sujet, parce qu'il y a une forme, si vous voulez, de charlatanisme intellectuel dans le complotisme, mais s'il y a un ressort qui, à mon avis, est le ressort principal, qui est politico-idéologique, il y a aussi un intérêt mercantile, commercial, évident. Alain Soral, sur Égalité-Réconciliation, il vous vend aussi du vin, des choses pour des produits de survivalisme, des stages de survie. Ça coûte que 3 000 €, et vous pouvez vous faire tabasser par des nazis pendant une semaine. C'est génial. Et je vous recommande, ça se passe en Sologne, l'été, c'est super, il fait beau. Vraiment cool, hein. Enfin, moi je recommande. Et il a sa propre maison d'édition qui s'appelle Contre-Culture, avec 2 K, qui propose les classiques de littérature antisémite. Il a réédité Mein Kampf l'année dernière, La France juive d'Edouard Drummond, et tout un tas de livres, le plus souvent marqués au coin du complotisme et du complotisme antisémite. C'est quelqu'un, Alain Soral, qui déclare lui-même, et à plusieurs reprises, comme national-socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire en France en 2013, parce que c'est là qu'il a commencé à le dire, que quelqu'un qui se revendique du national-socialisme. C'est du nazisme sans nazisme, si vous voulez. C'est du nazisme, et je m'adresse aux étudiants de l'IEP
en particulier du nazisme sans le monopole de la violence légitime. Vous voyez, c'est du nazisme sans l'État qui va avec. La police, l'armée, la SS. Mais ces gens-là arriveraient au pouvoir, on ne sait pas exactement ce qui nous réserverait. Bref, je ferme la parenthèse pour vous dire qu'en termes d'influence, c'est absolument considérable. C'est donc très inquiétant. Et puis, que dire d'autre? Le complotisme, aujourd'hui, on pourrait parler de la manière dont ça fonctionne, mon discours complotiste fonctionne, mais c'est une très vieille chose, le complotisme. Internet a réactualisé ces choses-là et leur a fourni un carburant inédit et surtout a accéléré les choses. Après le 11 septembre 2001, il a fallu 3 semaines pour que soient articulés les premiers arguments complotistes sur l'effondrement des tours, l'avion dans le Pentagone, etc. Le 7 janvier 2015, il a fallu quelques heures. En fait, il a fallu 1 heure sur les réseaux sociaux et dans les commentaires d'Égalité et Réconciliation pour désigner un complot israélien. Et Thierry Messant, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait écrit un bouquin en 2002 sur le 11 septembre 2001, Thierry Messant, le 7 janvier, à 17h30, il publie un texte disant que ce n'est pas un attentat djihadiste, ce qui vient de se passer à la rédaction de Charlie Hebdo, c'est en réalité une mise en scène, un false flag, une opération sous faux drapeau, et il faut sans doute chercher les coupables, les responsables, du côté de Washington et Tel Aviv. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui plaque immédiatement, de manière complètement pavlovienne, un schéma préconstruit, une vision du monde préconçue sur l'événement, et sur l'événement qui est en train de se dérouler. Donc une théorie du complot, ça n'est pas, en fait, contrairement à ce qu'on entend souvent, on dit c'est une thèse concurrente de la version officielle ou du discours officiel. Mais parfois, vous n'avez même pas de discours officiel en face. Vous avez déjà la théorie du complot en roue libre. Le 13 novembre 2015, la police intervient au Bataclan vers minuit 20, dans la nuit du 13 au 14. Les premières théories du complot, les premiers tweets complotistes, ils datent de 22h35, le 13 novembre. C'est-à-dire qu'on est dans la première heure de l'annonce de ce qui est en train de se passer. Et on ne sait pas ce qui est en train de se passer, enfin, on devine tout ce que c'est un attentat, mais déjà, sur Twitter, vous avez des gens qui disent non, là, c'est le CRIF, c'est Netanyahou, c'est machin. Parce qu'effectivement, il y a un tropisme très souvent anti-sioniste, anti-israélien, anti-juif, enfin, il y a une obsession de ça. Là aussi, on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Pourquoi c'est toujours, très souvent, les juifs, pourquoi il y a toujours ce motif antisémite qui revient. Voilà. Donc c'est ça, voilà, le complotisme aujourd'hui. C'est un phénomène qui est aujourd'hui très virtuel, dans le sens où ça se passe beaucoup sur Internet, et du coup ça devient très difficile de le mesurer. Il y a eu, au travers des 10 dernières années, plusieurs instituts de sondage qui ont mené des enquêtes pour essayer de quantifier la croyance aux théories du complot. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne croit jamais à une seule théorie du complot quand on y croit. Qu'est-ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que quand on croit que le 11 septembre c'est les Américains, on croit fatalement qu'on n'est pas allé sur la Lune. Ça veut dire que quand on croit qu'on n'est pas allé sur la Lune, ou que le 11 septembre est un complot de l'État américain, eh bien, on croit aussi à un deuxième complot, qui est l'immense silence médiatique autour de cette question. Et donc, on croit systématiquement qu'il y a, grosso modo, un fait historique sur lequel se pose un complot, mais là-dessus vient se greffer, eh bien, la version officielle, le discours qui doit permettre de cacher la vérité. Et grosso modo, on pense toujours que quand il y a un complot, qu'il soit politique, sanitaire, je sais pas, de tout ordre, eh ben, il y a toujours un journaliste dans le coup. Et c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant pour vous, qui êtes aussi, je crois, des étudiants en journalisme, même les étudiants de Sciences Po doivent aussi être intéressés par ces problématiques-là, parce qu'on vit dans une époque dans laquelle le métier de journaliste est très décrié, et dans lequel, toutes les enquêtes le montrent, hein, le CEVIPOF en premier, on est à peine à 1/5 des Français qui font confiance aux journalistes. Et donc, dans un univers dans lequel 1/5 des Français font confiance aux journalistes, eh bien, c'est pas totalement surprenant qu'il y ait la parole des médias qui soit concurrencée. Elle est concurrencée sur Internet, ça a des conséquences aussi dans la vie réelle, mais nous, on avait essayé de mesurer un tout petit peu le phénomène au moment des 15 ans
des attentats du 11 septembre 2001. On avait fait un sondage avec l'Institut Odoxa, qui avait le mérite d'un sondage, c'est-à-dire d'être une photographie de l'opinion sur un échantillon donné, avec toutes les limites que ça comporte. Mais on avait quand même à peu près 30 à 35% de nos compatriotes qui pensaient que, d'une manière ou d'une autre, l'État américain était impliqué dans ces attentats. Et donc ça révélait quelque chose qui était beaucoup plus qu'une petite croyance marginale. C'était une vraie lame de fond. Et cette lame de fond, elle est très difficile à combattre parce qu'elle est sans cesse entretenue par l'univers du digital dans lequel les algorithmes jouent en permanence à la faveur de ceux qui ont le plus envie d'être entendus. C'est-à-dire que quand vous le savez, quand vous posez une question à Google, c'est pas la réponse qui contient le plus de vérité ou le plus de faits scientifiques qui vous est proposée en premier. C'est celle qui a le plus d'audience. Et c'est l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que face à des gens qui sont extrêmement motivés à faire valoir leurs convictions ou leurs croyances, beaucoup plus motivés que des scientifiques. Par exemple, ceux qui pensent que la Terre est plate sont beaucoup plus motivés à vous expliquer que la Terre est plate que ceux qui pensent qu'elle est ronde. C'est-à-dire, si vous pensez que la Terre est ronde, vous l'admettez, et puis voilà, vous n'avez pas besoin de le réécrire 20 fois. Si vous êtes dans la contradiction d'une idée communément admise, eh bien, vous allez y mettre beaucoup plus d'énergie. Et l'un des problèmes auxquels on fait face, et c'est probablement votre génération qui devra aussi se pencher beaucoup sur ces questions-là, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à remettre un petit peu de justesse et de vérité dans cette manière de s'informer. Parce que la problématique face à laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que quand on tape IVG dans Google, on tombe sur un site de gens qui sont contre l'avortement et qui se font passer pour des scientifiques. Donc, ça a un vrai impact, peut-être pas sur les gens qui sont convaincus que l'IVG est quelque chose de nécessaire ou que c'est quelque chose de dégueulasse, mais ça a vraiment un impact sur les indécis. C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy. Rudy l'a expliqué tout à l'heure, en fait, le phénomène a été assez balbutiant au départ, donc c'était des idéologues qui ne trouvaient pas tribune ailleurs, qui se sont rendus sur Internet. Je pense bien entendu à Thierry Messant, Alain Soral et à toute cette mouvance qui était effectivement très proche de l'extrême droite et qui avait beaucoup de mal à trouver un espace dans les médias traditionnels. Mais grosso modo, aujourd'hui on a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on va avoir autant de gens qui se filment devant leur télé pour condamner le false flag sur un événement en direct, que de gens qui réfléchissent vraiment à tout ça et qui produisent sciemment du contenu avec une espèce de distorsion dingue des règles journalistiques, mais malgré tout une volonté de produire du contenu, de le rendre payant. Il y a beaucoup de contenus complotistes sur Internet qui sont devenus payants au cours des dernières années. Donc il y a une volonté de production, donc il y a une réflexion en amont. Et donc il y a des deux, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui s'imaginent lanceurs d'alerte, mais ils ne sont pas la majorité. Et à côté de ça, des producteurs de contenu très organisés qui ont en plus compris qu'il y avait un immense business à conquérir sur toutes ces questions-là et qui, depuis 4 ou 5 ans, ont compris beaucoup mieux l'univers dans lequel ils évoluaient et donc en ont tiré un bénéfice bien plus important que parfois des journalistes professionnels ou des experts des médias. Alors effectivement, durant, ça faisait 2 ans qu'on discutait beaucoup avec Rudy. Rudy, ça faisait beaucoup plus longtemps qu'il y pensait. On réfléchissait à une manière de s'attaquer aux théories du complot. Et l'idée des fondateurs de Spicy, des producteurs du film, ça a été de créer un faux complot. Et donc, moi, mon idée, c'était de m'infiltrer dans ce qu'on appelle la complosphère. Et donc d'essayer de mesurer un peu à l'intérieur comment tout ça allait se passer. Donc on a créé un personnage,
en lui donnant des caractéristiques propres qu'on a établies grâce à l'expertise de Rudy sur tous ces milieux complotistes. Et on a créé un faux film qui raconte que, effectivement, vous l'avez vu, le sida a été inventé par la CIA pour s'attaquer aux Cubains, qu'aujourd'hui les Cubains ont découvert le vaccin et que la fin de l'embargo n'est motivée que par le fait que les multinationales occidentales veulent récupérer ce vaccin et donc que les victimes éternelles seraient le peuple cubain et les victimes du sida abandonnées par l'industrie pharmaceutique carnassière et carnivore. Et donc on a fait cette histoire-là, on l'a déposée sur Internet, sur YouTube, et on l'a relayé avec notre profil Facebook sur lequel on avait quand même atteint en quelques mois plus de 500 amis, très souvent recommandés par les autres acteurs de ce petit monde un peu bizarre dans lequel on s'est immiscé. Je ne vais pas vous cacher que c'était parfois assez surprenant. Voilà, on a vu des choses assez bizarres qu'on raconte dans le film, que vous aurez peut-être l'occasion de regarder si ça vous intéresse. Mais grosso modo, on a utilisé la méthode classique. On a créé un profil Facebook, on a créé une vidéo sur YouTube, on l'a relayé sur notre profil Facebook et ensuite on a mesuré les vues. Voilà. Et il se trouve qu'assez rapidement, la vidéo a été récupérée par un certain nombre de gens qui, je ne sais pas s'ils y croyaient fondamentalement, mais en tout cas ils ont écrit que c'était vrai et ils l'ont relayé comme quelque chose qui avait de la valeur. Pour que, à terme, la vidéo, en 3 semaines, dépasse atteigne à peu près les 10 000 vues sur YouTube. Et donc voilà, 10 000 vues, ça veut dire quelque chose, et en même temps, ça veut rien dire. Mais quelqu'un qui n'existe pas et qui raconte que des conneries et qui arrive à faire 10 000 clics, regardé dans l'immense majorité jusqu'au bout, ça a quand même une forme de sens. Et surtout, ça a été repris par 2 gros sites complotistes, des sites qui ont des audiences dans les 2000 principaux sites français, et qui ont expliqué que notre personnage fictif était un lanceur d'alerte, prêt à s'attaquer à la vérité, aux puissants. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire, de toute façon, vous en avez déjà vu aussi, j'imagine. C'était très dangereux, et c'est quelque chose qui, on va le dire, nous a un peu tordu le bide. On s'est vraiment posé la question, est-ce qu'il faut le faire, est-ce que ça va pas nous échapper, voilà. Il se trouve qu'on a mis en place le maximum de garde-fous possible, et on a mis surtout un garde-fou monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, Google, plutôt que de lui demander de supprimer des choses fausses, vaut mieux lui dire tiens, regarde, l'autre il a pas payé. Ça, Google il comprend très très vite. Et donc du coup la vidéo complotiste qu'on avait mise sur Google, elle était avec une musique dont Spicy était les seuls à détenir les droits. Et donc du coup à partir du moment où quelqu'un a essayé de la récupérer, on a fait une demande de suppression de contenu pour droit d'auteur. Google l'a supprimée dans les 15 secondes. Et depuis la vidéo n'est jamais réapparue. Et si jamais elle réapparaissait, les algorithmes me le signaleraient immédiatement. Et donc, du coup, cette vidéo n'existe plus sur Internet. Et elle n'existe vraiment plus sur Internet, on a vraiment cherché. Mais effectivement, c'était une vraie problématique et ça a été une vraie question qu'on s'est posée. Et elle est restée que 3 semaines. Et voilà, elle est restée que 3 semaines. Et c'est là que vous allez vraiment penser que nous, on était dans le complot. La vidéo, on l'a retirée le 12 novembre à 22h30. 12 novembre 2015, au soir. Donc, juste la veille des attentats, parce qu'on savait que ça allait arriver, et donc on ne voulait pas qu'on soit accusé de... De l'amour. Beaucoup d'amour. Écoutez, je sais pas comment il faut faire avec un ami, mais je peux vous dire comment j'ai fait dans les 60 classes dans lesquelles je me suis rendu en 2016 pour faire un travail justement sur ces questions-là. Et ça m'est arrivé assez fréquemment de tomber sur des élèves qui avaient au moins une sensibilité pour le complotisme, voire une croyance importante. Je crois qu'il ne faut pas chercher à répondre aux questions qu'on nous pose, il faut retourner la question en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un me donnait une info qui avait l'air absolument sidérante et bouleversante par rapport à ce que moi je savais, je posais la question, mais ouais, où est-ce que tu l'as lu ? Où est-ce que tu l'as vu ?
Et en fait, quelque part, en remontant un peu le fil de la source de l'information, là, on arrive bien souvent à déconstruire beaucoup de choses. C'est pas toujours possible. Les menteurs sur Internet sont devenus très très habiles à construire leurs mensonges et à faire croire qu'ils ont les arguments et la force de la vérité. Mais effectivement, je crois qu'il faut surtout pas stigmatiser, même si parfois on en a envie. Il faut essayer de questionner, parce que finalement, après c'est ma conviction, je crois qu'on est tous doués d'esprit critique, et que quand on tombe dans ces travers de fake news, de croyances, de complotisme, c'est quelque part qu'on n'arrive plus à exercer son esprit critique. Donc il faut réamorcer la pompe, arriver à penser un petit peu plus contre soi-même, remettre en cause un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, et chercher un peu plus loin. Mais je crois en tout cas que le fait de s'énerver ou de se mettre en frontal, dans mon expérience, ça marche pas très bien. Voilà. Ça donne plutôt de la force à celui qui croit. Et le problème, c'est pas celui qui croit ou vous-même, encore une fois, c'est les indécis qui sont autour de vous et qui pourraient être convaincus par les arguments de l'autre, parce que vous n'arriverez pas à les déconstruire. Non, et puis je crois qu'il y a quelques principes de bonne hygiène intellectuelle à observer quand on a un ami complotiste. Le rasoir d'Occam, par exemple, du nom de Guillaume d'Occam, un penseur médiéval qui a donné son nom au principe de parcimonie, qui est que entre deux explications, il est toujours préférable de choisir la moins coûteuse épistémiquement. C'est-à-dire, en gros, entre une thèse faisant appel à des spéculations complotistes non prouvées, des suppositions mal établies, et puis une explication plus rationnelle, qui justement ne fait pas appel à des choses invisibles ou non prouvées, et en général, il vaut mieux choisir la seconde. En général, ça marche assez bien. Et puis un dérivé de ce rasoir d'Occam, c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Hanlon. Le rasoir d'Hanlon, c'est qu'il vaut mieux ne pas attribuer aussi à la malveillance ce que la bêtise ou la stupidité ou la maladresse suffit déjà largement à expliquer. Il ne faut pas minimiser le facteur stupidité dans l'histoire. C'est un facteur qui peut avoir énormément de conséquences. Et puis fondamentalement, une théorie du complot, elle est infalsifiable, c'est-à-dire qu'elle n'apporte jamais la preuve de ce qu'elle affirme, et elle retourne en preuve l'incapacité à prouver le complot. C'est-à-dire que finalement, si je n'arrive pas à prouver définitivement le complot, c'est bien que ça prouve l'omnipotence du complot. Ça fait office de preuve pour le complotiste. Et puis surtout, il y a dans le discours conspirationniste l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que le complotiste vous dit prouvez-moi qu'il n'y a pas de complot. Or, c'est pas à nous de prouver qu'il n'y a pas de complot. Aucune chose n'existe pas en général. C'est à celui qui affirme qu'il y a un complot de le prouver positivement avec des preuves. Vous savez, c'est un exemple que prenait le philosophe britannique Bertrand Russell. Il disait, si vous affirmez qu'il y a une théière en porcelaine de Limoges en orbite entre Pluton et son satellite, et qu'on n'a pas les télescopes pour l'observer, eh bien moi je ne peux pas vous prouver que cette théière elle n'existe pas. En revanche, c'est à vous de me prouver qu'elle existe. Pas le contraire. Donc on ne peut pas inverser comme ça la charge de la preuve et dire maintenant pousse, prouvez-nous le contraire. Voilà. Donc quelques méthodes comme ça de bonne hygiène intellectuelle. Il y en a d'autres. Je crois qu'il y a un petit spot publicitaire de CNN qui a tourné depuis 2-3 semaines et qui, à mon avis, résume très très bien la problématique. Ça s'appelle This is an apple, donc c'est une pomme. Et donc voilà, la voix vous dit voilà, ceci est une pomme, on vous montre une pomme, on vous dit certains vous diront que c'est des bananes, mais c'est une pomme. Ils vont peut-être crier que c'est une banane, mais c'est une pomme. Ils vont vous amener des tas d'arguments qui vous disent que c'est une banane, et peut-être à un moment, vous allez vous mettre à croire que c'est une banane. Et pourtant, c'est une pomme. Et effectivement, ce petit spot de 30 secondes, il résume très très bien le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Leur obsession profonde, c'est conquérir le monde. Quel duo, c'est
c'est Minus et Cortex. Oui, alors déjà, vous partez. La tâche est complexe parce que Thomas l'a dit, c'est l'une des professions journalistes qui est la plus décriée. Si vous voulez, à côté de la science et du pouvoir en général, la presse, c'est l'une de ces trois grandes entités, de ces trois grandes paroles d'autorité qui sont aujourd'hui mises à mal à travers le discours complotiste. Donc, la première chose, je crois que c'est de faire œuvre de pédagogie, savoir qu'est-ce que c'est qu'une information, comment les journalistes travaillent pour vérifier, recouper l'information, comment on décide de hiérarchiser également l'information. On pourrait faire le même type de pédagogie dans la science, puis aussi sur, plus compliqué sans doute, c'est le pouvoir politique, parce qu'il y a énormément de fantasmes projetés sur la politique en général. Mais je crois que la difficulté, enfin, du moins, je pense que les journalistes et les médias classiques en général ne devraient pas chercher à rentrer en concurrence ou en compétition avec les complotistes, avec ce qu'on appelle la presse alternative, d'accord ? Parce qu'en réalité, moi je ne pense pas qu'il y ait une frontière étanche entre les médias alternatifs, complotistes et autres, et les médias classiques, on dit conventionnels, professionnels, etc. Et que les premiers il y aurait des horreurs, ce serait toujours faux. Non, d'ailleurs, c'est ce qui fait leur toxicité, c'est justement le mélange du vrai et du faux. Il y a beaucoup de vrai dans les médias, dans ce que produisent les médias complotistes. Le problème, c'est qu'ils mélangent ça à des choses non vérifiées, invérifiables, douteuses et fausses. Et c'est en ça que c'est des produits toxiques, les théories du complot. Mais à côté de ça, vous avez une presse conventionnelle, classique, dans laquelle il y a régulièrement en fait, des incursions conspirationnistes, et même jusqu'à très récemment, sur des médias insoupçonnables, a priori. Alors je ne vais pas parler de l'actualité récente, mais il y a quelques années, par exemple, France 3 avait diffusé des documentaires, en tout cas des films qui se présentaient comme des documentaires, en tout cas le public voyait ça comme des documentaires d'information, l'un sur la mort de Pierre Bérégovoy, et l'autre sur la mort de la princesse de Galles. Et les deux, c'était le même réalisateur, Francis Gilleri pour pas le nommer, les deux documentaires vous expliquaient que dans les deux cas, c'était des complots, c'était des assassinats. On n'avait pas affaire à un suicide dans l'affaire Bérégovoy, on n'avait pas affaire à un accident de voiture dans l'affaire de Lady Di, mais dans les deux cas, c'était un complot international, en fait. Et ces choses-là étaient diffusées sur France 3, en deuxième partie de soirée, comme lettre à la poste, ça n'a ému personne, à part moi à l'époque, j'avais écrit la médiatrice de France Télévisions, qui m'avait fait une réponse surprenante, il disait oui mais pour nous c'est pas de l'information, c'est du film documentaire, donc il y a la liberté du réalisateur, sauf que c'était pas présenté sur le programme télévisé comme une fiction, ça se voulait pas une fiction, ça devait une enquête sérieuse. Et ça n'empêche pas que sur France 2, il y a eu des contre-enquêtes, pas spécifiquement sur ce documentaire, mais sur ces deux affaires-là, sur Bérégovoy et sur Lady Di, qui étaient nickel d'un point de vue journalistique et déontologique, et qui démontaient d'ailleurs les thèses du complot. Donc voilà, il n'y a pas de frontière étanche entre les deux, et je pense que les journalistes en général, de médias sérieux, se trompent lorsqu'ils essaient d'être dans une course à l'échalote et qu'ils essaient d'être dans la surenchère, justement. Il y a une affaire récente, on pourra en parler si vous voulez, mais moi je suis très mal à l'aise par exemple avec le bouquin que vient de sortir Fabrice Arfi de Mediapart sur l'affaire du financement, et plus que ça, du financement libyen, présumé libyen, de la campagne de Sarkozy en 2007. Parce qu'il va très loin en fait. Il ne dit pas seulement que la campagne a été financée, il explique que Kadhafi a été reçu à l'Élysée en remerciement de ça, en occultant l'affaire des infirmières bulgares, et puis ensuite, et là, à mon avis, c'est grave, il explique que, en fait, si on a fait la guerre en Libye en 2011, c'est pas du tout pour des raisons humanitaires ou pour venir en aide aux Libyens qui étaient sur le point d'être massacrés, mais pour effacer des preuves, des traces de ce financement. Donc là, moi, à mon sens, on est dans quelque chose qui s'apparente déjà à un discours complotiste, et pourtant, ces choses-là ont été accueillies sans aucune critique. Sur France Inter, dans Le Monde, dans les colonnes du Monde, et sur d'autres médias également. Et avec un auteur qui nous explique qu'on est là face au plus grand scandale, non seulement de la République, mais de toutes les républiques qui l'ont précédé.
le plus grand scandale politico-financier, etc. Et quand on lui dit mais quelles sont vos preuves, il dit mais il y a la présomption d'innocence, donc voilà, mais quand même il y a un faisceau d'indices qui est absolument accablant. On verra ce que la justice en dira, je ne sais pas encore prononcé, mais voilà, moi je suis très mal à l'aise avec ça, par exemple. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu de réaction des médias traditionnels expliquant qu'on était face à quelque chose de... Si, il y en a eu deux petites réactions de journalistes qui sont mis en cause par Fabrice Arfion, en l'occurrence. Voilà. Moi, si je veux vous donner un conseil, ce serait, je ne vais pas être très original, ça va être de travailler. Et de travailler plus dur et de manière plus intense. Parce que en face de vous, si vous souhaitez vraiment être des journalistes demain, en face de vous, vous avez des gens qui sont ultra motivés pour détruire la réputation de votre profession. Mais je ne suis pas certain que tous les journalistes soient des gens parfaits, merveilleux, mais je ne crois pas du tout que l'inverse soit vrai non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous des salopards au service d'une puissance ou des complices. Voilà. Et je crois que pour arriver à redonner des lettres de noblesse à ce métier, il faut être d'autant plus irréprochable qu'on est attaqué. Et vous le savez ou vous l'apprendrez, la confiance, ça ne se donne qu'une seule fois. Donc quand on fait ce métier, quand on essaye d'amener des informations pour d'autres gens que nous-mêmes, il faut vraiment recouper ces informations. Il faut vraiment faire ce travail-là. Il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas se limiter à Internet ou à faire des recherches sur Google pour estimer, trouver le fil conducteur d'une enquête. Je crois que là, il y a une forme, vous allez vivre quelque chose de très difficile, c'est-à-dire que vous allez vivre une concentration des moyens de production, ça va être de plus en plus difficile de faire votre travail d'un point de vue... dans les rédactions, vous aurez plus de choses à produire, avec moins de moyens, ça sera difficile, et pourtant, l'exigence qu'on va vous opposer sera d'autant plus grande. Et donc, je crois qu'il va vraiment falloir être prêt à bosser beaucoup et à faire beaucoup d'efforts. Je suis désolé de ne pas être très positif, mais après tout, le travail, c'est sympa aussi. Et vous verrez, c'est fascinant de passer ses nuits à éplucher des comptes de campagne pour vérifier des tas de trucs, à surfer partout sur Internet, à la recherche de thèses complotistes, à aller sur le terrain, essayer de recueillir la parole de ceux qui n'ont pas ailleurs. Donc voilà, donc je vous conseille de vraiment travailler. Je vous conseille aussi de vous intéresser beaucoup à toutes les questions de données personnelles, ce qu'on appelle le big data. C'est probablement la clé de compréhension du monde pour les 10 prochaines années, de savoir ce que vous laissez derrière vous, comment c'est utilisé, comment ça permet à des multinationales ou à des partis politiques d'interagir avec vous, d'en savoir plus sur vous pour vous vendre plus de produits ou vous vendre plus d'idées. Et donc, je vous invite à être très attentif sur l'utilisation que vous aurez d'Internet, à la fois pour vous informer, mais aussi dans la manière dont vous allez vous mettre en scène, dont vous allez vous raconter. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais quand vous likez la photo de votre copain qui a trop bu samedi dernier, ça donne un indice sur vous et ça peut être utilisé, comme ça l'a été en 2016 pendant les élections américaines, par la campagne de Trump pour cibler les électeurs avec des messages et donc lui faire gagner les élections. Donc je crois qu'il faut ces deux problématiques-là, à la fois l'immense besoin de travailler plus dur et d'être beaucoup plus exigeant avec vous-même, parce que de toute façon on ne vous passera rien, et d'un autre côté de comprendre l'univers dans lequel vous allez évoluer, qui est un univers dans lequel le digital va prendre de plus en plus d'importance et sur lequel j'ai malgré tout l'impression qu'on a un petit peu de retard quant à la compréhension de ce monde-là. Voilà. Non, alors le complotisme, on le sait assez bien maintenant, est corrélé positivement à l'extrémisme politique. C'est très clair. Plus vous avez tendance, quand vous votez, à voter aux extrêmes, extrême gauche ou extrême droite, et plus vous avez tendance à adhérer à des théories du complot.
Et c'est encore plus vrai pour l'extrême droite. Donc non, c'est pas toujours des... Si vous voulez, il y a du complotisme là où il y a de la radicalité, en fait. Voilà, c'est assez simple. Et le complotisme, c'est un discours qui peut être mis au service de camps politiques parfaitement rivaux. Pas seulement extrême gauche ou extrême droite, mais radicalisme religieux également. C'est pas par définition, par exemple, le complotisme, c'est pas un synonyme d'antisémitisme. Il y a un complotisme pro-israélien qui n'est pas du tout antisémite, par exemple. Vous avez en Israël, dans l'extrême droite israélienne, des gens qui ne sont absolument pas antisémites, mais qui sont persuadés que c'est Shimon Peres qui a fait assassiner Yitzhak Rabin. Des gens qui vous expliquent que le petit Mohamed El-Doura, en 2000, n'est pas mort. Et donc ça a à voir avec l'extrémisme politique, oui. Souvent l'extrême droite, mais pas toujours. Voilà. Il est temps de s'habiller, nouveau bien maquillé. On peut lever le rideau, vive le peuple chaud. Hé, on m'a raconté une histoire extraordinaire. Oh, j'ai ri. Vous allez vous écrouler de rire, mais elle est un peu longue. Alors attention, c'est l'histoire de... Alors oui, il y a une affinité élective entre antisémitisme et complotisme, historiquement d'abord. Pourquoi ça revient systématiquement ? Parce qu'on a en circulation, disponible et prête à l'emploi, une production absolument considérable et massive de complotisme antisémite, et qui date de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec les protocoles des sages de Sion écrits au début du XXe siècle, rédigés à Paris d'ailleurs, qui se diffusent au niveau planétaire après la Première Guerre mondiale, qui traduisent dans toutes les langues, réédités tous les ans, partout, dont des passages sont lus il y a quelques années au Parlement grec ou à la radio vénézuélienne. Enfin, vous voyez, c'est absolument considérable. On sait que c'est un faux depuis presque 100 ans maintenant. On en a la preuve positive, si je puis dire, puisqu'on sait que c'est un plagiat. Et on a même identifié quel était le brûlot qui avait inspiré directement les protocoles. C'était un écrit qui date des années 1860, écrit contre Napoléon III. Il n'y a pas du tout les Juifs sont complètement absents. Mais les protocoles des sages de Sion décrivent un plan de domination du monde par les Juifs avec les francs-maçons. Voilà, c'est ça les protocoles. Et ça a imprégné l'imaginaire occidental profondément. Et puis une production, si vous voulez, qui est là, quoi. Et qui, avec Internet, a trouvé des nouveaux moyens de se déployer. Donc il y a des choses qui sont là. Si vous voulez, l'antisémitisme européen n'est pas mort en 1945. Ce serait naïf de penser ça comme ça. Il a pris un coup, oui, il est devenu assez largement indicible, mais il ne s'est pas évanoui comme ça dans la nature en 1945. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est resté quand même dans une forme d'inconscient collectif. Alors maintenant, pourquoi les Juifs sont souvent la cible de ces théories du complot ? Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'antisémitisme, c'est-à-dire la judéophobie dans sa forme contemporaine, depuis le XIXe siècle, c'est plus que le simple antijudaïsme qui préexistait et qui est bâti sur des préjugés religieux, le peuple juif déicide, etc. C'est la figure du juif comploteur qui est centrale. Si vous enlevez le complotisme de l'antisémitisme, il n'y a plus d'antisémitisme, quasiment. C'est absolument central dans le discours antisémite. Ça va avec. Donc, pourquoi les Juifs ? Plusieurs auteurs se sont penchés sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Pour des raisons objectives, c'est-à-dire que les diasporas, d'abord c'est un peuple diasporique, et donc qui prête le flanc à l'accusation de, si vous voulez, de connivence internationale. L'idée qu'il y a un peuple juif partout dans plein de pays du monde, et que donc ça prête le flanc à ce fantasme de l'entente par-dessus les nations. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans le racisme anti-juif, dans l'antisémitisme. C'est l'idée que, c'est Drummond qui disait ça, le juif dangereux, c'est le juif vague. C'est-à-dire le juif qu'on ne reconnaît pas, celui qui nous ressemble. C'est-à-dire que le juif, il est assez invisible. Il nous ressemble, il n'y a pas vraiment de... En fait, il n'y a pas de rat juif, contrairement à ce que disent les antisémites, qui essaient, pour se rassurer, de caricaturer, de faire un type juif. En fait, non, il n'y a pas d'ethnie juive, ça n'existe pas. Donc, il y a des juifs, on ne sait pas qui c'est, et c'est inquiétant. Donc, si vous voulez, ce fait-là met en échec cette transparence
ce besoin de transparence qui fait que finalement on ne sait pas qui est juif, donc on ne sait pas qui complote, quoi. C'est à mon avis une des raisons pour lesquelles c'est une cible privilégiée historiquement du complotisme. Et une des raisons pour lesquelles malheureusement ça risque de le rester encore longtemps. Voilà, c'est des pistes d'explication, je ne sais pas si c'est une explication définitive. Mais, et votre deuxième question, c'est la société du spectacle. Non, je crois pas. Voilà. Je pense qu'il y a un complotisme avant Internet et avant la société du spectacle dont parlait Guy Debord, qui était préexistant, qu'on a juste oublié. Mais le complotisme est une très vieille chose, et qui s'est laïcisé, qui s'est sécularisé avec la modernité. Mais avant ça, ce qu'on appelait la causalité diabolique, ça existait, l'idée de l'action du diable dans le monde, l'idée que le mal est identifiable, l'origine du mal est identifiable, et que c'est Satan, c'est le mal, c'est le diable. Ça préexiste, si vous voulez, ça existe dès le Moyen-Âge. Au XIIe siècle, on accuse les Juifs d'empoisonner les puits, de répandre la peste, de se livrer à des crimes rituels sur les enfants chrétiens, etc. Mais avant les Juifs, on accuse, c'est très intéressant, les lépreux de fomenter un plan de domination du monde. Les lépreux. Parce qu'il y a des léproseries, on les tient à l'écart, etc. Il y a un fantasme comme ça sur les lépreux, et puis il y a surtout ce grand féminicide qui est la chasse aux sorcières entre le XVe et le XVIIIe siècle, qui fait presque 200 000 victimes en Europe. On assassine littéralement des femmes, on les accuse de sorcellerie, on les accuse de complot. Intéressant, le mot de complot est omniprésent. Donc il y a toute une démonologie autour de ça, le motif du complot est déjà présent. Et ça se laïcise avec la modernité, donc on ne cherche plus la main du diable, mais on essaie d'identifier des groupes d'êtres humains qui complotent. Alors ça va être les jésuites, les templiers, les francs-maçons, et puis les juifs, voilà. Donc, Guy Debord, pour parler de société du spectacle, était assez complotiste, en fait. Guy Debord est, on sait peu, mais le père du modèle du terrorisme fabriqué. Pour Guy Debord, les années de plomb, tout ça, le terrorisme était un phénomène étatique. C'était l'État qui avançait ses pions, les États, qui manipulaient comme ça des groupes. Donc, non, mais effectivement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui et les nouveaux outils de communication donnent des tribunes à des gens qu'on n'aurait pas eu autrement. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de complotistes français très connus qui sont passés par la société du spectacle. On pense bien entendu à Dieudonné, on pense Soral, qui était un grand invité des plateaux télé durant les années 90, qui faisait des livres pour expliquer comment il fallait draguer les filles et tout. C'est assez mythique comme je conseille. Mais du coup, je crois que c'est une fausse idée qu'on se fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une représentation aujourd'hui qui est plus accessible que finalement c'est le phénomène de starification qui leur donne le poids qu'ils ont aujourd'hui. Après, on a parlé tout à l'heure d'Alex Jones. Alex Jones, donc le premier complotiste du monde, 1 milliard de vues cumulées sur YouTube. À titre indicatif, CNN, c'est 300 millions de vues cumulées sur YouTube. Donc c'est plus de 3 fois plus de vidéos consommées sur Internet que CNN. Donc, juste, voilà, monsieur Alex Jones. Et c'est un chiffre d'affaires généré de 100 millions de dollars tous les ans. Il se trouve que monsieur Jones, il a eu un petit pépin ces derniers temps. Sa femme a demandé le divorce et elle a demandé la garde des gosses. Et donc, comme c'est aux États-Unis et que les procès sont publics, il a commencé par essayer d'accuser sa femme d'être un agent sioniste international qui voulait lui piquer ses gosses et tout. Il a fait témoigner 43 psychiatres à la barre, à sa propre charge, ça n'était jamais vu dans un procès américain. 43 psychiatres pour expliquer que sa femme était une malade, et ça n'a pas marché. Et là, du coup, l'avocat d'Alex Jones a eu une autre idée. Parce que comme sa femme accusait Alex Jones d'être un espèce de malade d'extrême droite, hyper violent, qui propageait des thèses racistes et tout, et ben l'avocat, il a été obligé de trouver une parade. Et donc, il est venu expliquer à la barre qu'Alex Jones était un comédien, qui ne croyait absolument pas à ce qu'il racontait, et qui faisait ça parce que c'était un performeur et qu'il avait du business, et que plus il serait performeur et plus il arriverait à faire du business,
et ben plus il sera capable de s'occuper des enfants. Et donc ça a posé un vrai problème avec Jones, parce que du coup, il y a un certain nombre de ses suiveurs, qui sont, comme vous l'imaginez, assez fanatiques, qui ont trouvé ça un peu bizarre. Parce que eux, ils y croient vraiment, à toutes ces conneries. C'est un peu la différence. Et donc du coup, là, effectivement, on est un peu à la limite entre quelle est la croyance et quelle est la réalité. Moi, je peux pas vous dire ce qui se passe dans la tête de Dieudonné ou de Soral. Je peux juste vous dire ce qu'il raconte. Et finalement, on peut pas savoir ce qui se passe vraiment dans la tête des gens. Mais il y a, à mon avis, un certain nombre de ces acteurs qui ont trouvé une manière d'exister comme ça et qui vont pas s'arrêter. Qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, pour vous comme pour moi, ça change rien. Mais il faut finir parce qu'il y a plus drôle quand même sur. Donc l'avocat d'Alex Jones explique que c'est un performeur, et lui derrière fait une vidéo pour dire mais pas du tout, mon avocat a raconté n'importe quoi, ce qui est très sérieux. Et je joue pas du tout les comédies, ça se finit comme ça. Moi, je ne connais pas de théorie du complot, si vous voulez, qui n'est pas un versant à la fois victimiste et accusatoire. Dans une théorie du complot, explicitement ou implicitement, on désigne toujours des coupables. On désigne toujours des gens qui, au minimum, mentent, dissimulent la vérité, toujours, et qui, au pire, ont fomenté des choses ou sont complices de crimes, quoi. C'est en ça que c'est pas anodin, une théorie du complot. C'est parce que, si vous voulez, elle vient justifier quand même une action, une mobilisation politique et parfois violente. Quand vous dites qu'on nous ment sur les attentats du 11 septembre, vous avez un schéma dans la tête. Le schéma, c'est que vous avez des gens au sein d'appareils d'État américains qui ont délibérément organisé tout ça, donc non seulement mentent au monde entier et jusqu'à aujourd'hui, mais en plus sont complices de la mort de 3000 de leurs compatriotes. Donc, ils sont complices d'un complot criminel. Donc si vous les mettez en accusation, même si vous ne les désignez pas, ils le font parfois, mais pas toujours, mais même si vous ne les désignez pas nommément, vous mettez en accusation des gens. Il y a un des auteurs pionniers sur la question du style paranoïaque, du complotisme, c'est l'historien Richard Hofstetter qui disait mais quand matin, midi et soir on vous martèle que vos représentants démocratiquement élus, votre président, les membres du Congrès sont des marionnettes à la solde de puissances obscures, qui sont conscients de ça, ou sont des pantins plus ou moins consentants, vous en arrivez fatalement, presque logiquement, à remettre en cause la validité du système qui produit ça, et donc du système démocratique. Alors Hofstetter, il parlait dans les années 60, après l'assassinat de Kennedy, et en particulier de la campagne qui a eu lieu pour être présidentielle qui a eu lieu en 64, qui opposait Lyndon Johnson à Barry Goldwater, qui était l'ancêtre en fait de Donald Trump, l'ancêtre idéologique, on comprend. Et Barry Goldwater avait derrière lui ce qu'on appelait à l'époque la John Birch Society, qui est une organisation anticommuniste américaine, d'extrême droite. Donc, pas anticommuniste au sens antitotalitaire, anticommuniste paranoïaque. C'est-à-dire qu'il pensait que Dwight Eisenhower était un agent soviétique. Eisenhower travaillait pour Staline. Donc c'était des gens qui étaient dans un anticommunisme, pas seulement radical, mais paranoïaque, complotiste, et qui pensaient, par exemple, qu'il y avait des Chinois, déjà à l'époque, qui n'attendaient qu'un signal pour passer à l'acte et envahir les États-Unis, qui étaient même déjà là. Enfin, il y avait toutes sortes de théories du complot qui étaient diffusées, qui étaient reprises à son compte par Goldwater, et Hofstetter écrivait dans ce contexte-là. Donc, non, ça a des conséquences d'accuser des gens, même si c'est implicitement, et c'est en ça que c'est dangereux ou inquiétant, la théorie du complot. La théorie du complot, elle est présente dans dans toute préparation idéologique d'un passage à l'acte violent, d'un dispositif de persécution, d'un dispositif génocidaire, d'un dispositif terroriste. Je veux dire, le complotisme est un moment du crime terroriste. Par analogie, si vous voulez, on dit souvent que le négationnisme, c'est un moment du crime génocidaire, parce que le négationnisme tue une deuxième fois les victimes, d'accord, en niant leur mort.
Mais le conspirationnisme, non seulement il agit comme un levier de mobilisation, il explique que le monde est corrompu et qu'à face à ça, pour aller vite, le djihad, l'islam pur et dur représente une solution face à la société corrompue dans laquelle on est. Mais en plus, c'est un discours de justification du passage à l'acte criminel. Parce qu'il dit en fait, l'islam est attaqué, l'islam est assiégé, donc toi, jeune djihadiste, rejoins-nous, rejoins les combattants et viens punir, viens te venger de ceux qui ont osé diffamer le prophète, puisque c'est ça qui s'est passé à Charlie Hebdo. Donc c'est pas des choses anodines, quoi. Ça a toujours un lien, et je dirais même central, dans un passage à l'acte violent. Voilà. Après, je pense que la question de la neutralité par rapport aux événements, elle est un peu biaisée par le complotisme. C'est-à-dire que sous une espèce de pseudo-neutralité, en fait, on va toujours dans un même sens. On va prendre un exemple. Si jamais demain, George Bush Jr. vient nous expliquer qu'en septembre, c'est lui que c'est un complot, moi, je vais changer d'avis. Et je vais le croire. Parce qu'il va amener des éléments qui permettent de changer d'avis et qui vont me convaincre sur des choses factuelles que je vais pouvoir voir. Quand Ben Laden vient revendiquer les attentats du 11 septembre, mais il y a tout un tas de gens qui disent que c'est pas vrai. Et en fait, c'est cette espèce de double valeur de la preuve qui est systématiquement problématique dans l'approche conspirationniste des phénomènes de société. En fait, je crois qu'il a la vraie différence entre un complotiste et un rationaliste, ça va être sa capacité à être convaincu. En fait, en vrai, les complotistes n'ont pas une immense capacité à être convaincus. Ils sont déjà persuadés de quelque chose et quelque part, ils se renforcent en permanence dans leurs croyances. Et encore une fois, ils ne sont pas aidés par les outils qu'on utilise parce que finalement, plus vous allez consommer des contenus complotistes sur Facebook ou en regarder sur YouTube, et plus, pour vous faire rester sur sa plateforme, eh bien, le réseau social va vous en fournir. C'est-à-dire qu'en fait, il va détecter que quelque chose vous plaît, et donc il va vous en proposer pour améliorer votre expérience. Dit comme ça, c'est génial. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas la même chose de nous suggérer une chanson je sais pas, de Jay-Z après un morceau de Kanye West. Et ben, c'est pas la même chose après un film sur la Seconde Guerre mondiale de nous proposer une vidéo négationniste, quoi. Et en fait, dans la logique qui est dans la manière de réfléchir qui est souvent utilisée pour développer des théories du complot, et on se rend compte qu'il y a systématiquement une part de l'enquête qui est enlevée et qui est jamais faite. Et il y a tout un tas d'éléments qui sont, comment dirais-je, par essence, écartés. Et notre métier, c'est pas ça. Notre métier, bien entendu, c'est d'arriver à faire le tri entre les différents éléments dont on dispose, mais c'est de les observer tous à un moment ou à un autre. Et on ne peut pas rejeter en bloc une partie ou l'autre d'ailleurs. Et c'est la grande difficulté aujourd'hui du travail que vous allez devoir accomplir. Mais je crois que il faut faire attention entre guillemets, à la fausse neutralité. Et il ne faut pas non plus, d'un autre côté, tout rejeter en bloc complètement, quoi. Il faut, je crois que, moi, mon vrai espoir, c'est que vous soyez capable de vous faire votre propre opinion. Et je ne crois pas du tout à l'idée de vous faire penser quelque chose. Là, c'est à vous de vous faire votre propre idée. Mais pour vous faire votre propre idée, il faut arriver aussi à penser un peu contre vous-même, aussi à vous sortir de ceux qui prétendent vous donner la vérité comme ça. En général, quand on vous vend la vérité, on n'a pas besoin de mettre le mot vérité dedans. On vous explique quelque chose et ça vous paraît crédible. Le fait de systématiquement appeler à une forme de combat dans la transmission de l'information, c'est quelque chose qui doit alerter aussi. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas dans votre carrière des lanceurs d'alerte qui se battront pour faire connaître quelque chose, hein, comme ont pu le faire des médecins sur le Mediator ou des agents, comment dirais-je, des avocats sur les affaires de Panama Papers ou Paradise Papers plus récemment, quoi. Mais donc je pense que cette question-là, elle est très importante et elle est difficile à trancher.
Donc il ne faut pas non plus la trancher complètement, il faut être aussi en réflexion permanente là-dessus. Et voilà. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Alors, je trouve que l'argument des aigles est débile. Et je pense que Asselineau est quelqu'un qui a un sens politique certain, qui a compris tout le parti qui pouvait tirer d'Internet et du complotisme sur Internet. C'est quelqu'un qui dans ses conférences, puisqu'il il s'est fait connaître en faisant des conférences postées sur YouTube, et parfois au début des conférences avec 3 personnes dans la salle, où il faisait une narration. Ça, c'est très important, je crois que c'est ce qui a participé de son succès, c'est-à-dire qu'il racontait une histoire. Il racontait une histoire qui était marquée au coin, chez Asselineau, du complotisme anti-européen et en particulier anti-américain, l'Union européenne, la construction européenne comme complot américain, comme complot de la CIA, c'est ça le fond de l'histoire. C'est un souverainiste, François Asselineau, souverainiste intégral, il veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN également. Et c'est quelqu'un qui raconte une histoire, donc qui la raconte d'une manière, si vous voulez, avec quelque chose qui est très présent dans le complotisme, c'est l'effet de dévoilement. En fait, c'est le ressort principal de l'efficacité d'un discours conspirationniste, c'est l'effet de dévoilement, c'est-à-dire on a l'impression de découvrir le dessous des cartes, de comprendre quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, ça fait sens, et ça produit ça, on le sait, un plaisir cognitif qui fait que on a envie de revivre cette expérience-là, on a l'impression d'être plus intelligent, quoi. Et c'est très présent dans les témoignages des gens qui assistent aux conférences d'Asselineau. Ils disent « Ah mais c'est formidable, j'ai compris des choses, j'ai l'impression d'avoir progressé, d'avoir appris des choses » et ils deviennent même addictifs aux vidéos d'Asselineau. Mais voilà, je pense que fondamentalement c'est quelqu'un qui a compris qu'il se passait quelque chose sur Internet avec le complotisme, qui en joue de manière relativement cynique, je ne sais pas s'il croit à tout ce qu'il dit. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait le relais lui-même personnellement et le site de l'UPR de nombreuses théories du complot, en particulier toujours très anti-américaines, c'est-à-dire derrière Daesh, il y a la CIA, enfin c'est des choses comme ça. Derrière les Pussy Riot, c'est la CIA. Jean Monnet, Robert Schuman étaient des agents de la CIA, enfin voilà. Donc il y a un tropisme comme ça anti-américain, mais là aussi il a compris qu'il fallait flatter quelque chose qui existait déjà dans l'inconscient collectif politique français. Voilà, maintenant il fait moins d'1% aux élections, il a réussi à avoir ses signatures et à être candidat et donc à bénéficier d'une surface médiatique absolument disproportionnée par rapport à ce qu'il représente réellement, mais parce qu'il a des gens autour de lui qui sont très actifs pour démarcher notamment des élus pour avoir les signatures, mais voilà, en attendant, Asselineau, quand on fait le compte, c'est moins d'1% au présidentiel et moins d'1% encore moins d'ailleurs aux législatives. Et puis c'est des gens autour de lui qui, faut voir ce qui c'est intéressant de voir les réseaux sociaux des candidats de l'UPR par exemple aux législatives. C'est toute la composphère française, quoi. Ils postent de l'égalité et réconciliation, du parti antisioniste, du Pananza, ces choses-là. On est complètement dans Et puis on a un ancien responsable local aussi de l'UPR, qui est Patrick Donte, qui est devenu l'animateur de Beta TV, qui est la chaîne, la web TV complotiste, où vous avez Soral, tous les vieux devises de France, Naissant, etc. Et puis également Robert Forisson, vous avez aussi des thèses négationnistes sur Beta TV. Alors Asselineau ne va pas sur ce terrain-là, il est trop intelligent pour le faire, mais voilà, il y a une forme de complaisance, à mon sens, avec ça. Voilà. Je crois que les aigles, en fait, c'est pas le bon truc. Il faut regarder les drapeaux comme des mouettes. C'est le complot des mouettes. C'est un truc très très important dont personne ne parle jamais. Non, je crois que, bien entendu, qu'on peut s'amuser à faire des liens entre les choses qui n'en ont pas. Et dans le cas de M. Asselineau, en faire une carrière. François Asselineau, c'est un énarque qui n'a pas eu la carrière qu'il voulait avoir. Et donc il s'est imaginé un destin et il a construit une vie pour exister. Mais je crois que... moi, je suis un peu... Je vais pas vous cacher, je suis un petit peu surpris. Dans une grande école de journalisme, dans une école comme Sciences Po,
qu'on nous parle de François Asselineau. Je suis venu à l'ESJ au mois de mars, durant la campagne présidentielle. On avait fait une conférence avec Samuel Laurent des Décodeurs, et on avait déjà eu des questions sur François Asselineau. J'ai pas du tout envie de vous dire quoi penser, mais j'ai quand même envie de vous dire un peu de réfléchir, quoi. Pose une question. Non, mais je comprends que tu poses une question, mais je sens quand même que y compris dans un univers intellectuel et tout, il y a quand même une... pourquoi on nous parle de... Je sais pas si vous adhérez à ces idées, et si c'est le cas, vous avez bien le droit. Mais je suis un peu surpris. Voilà. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un vrai talent. Et que c'est au moins un phénomène politique. Il a réussi à être candidat. Je crois qu'il y a deux types de trolls, entre guillemets. Il y a ceux qui sont payés pour le faire et ceux qui le font parce qu'ils ont envie de le faire. Je dis ça parce qu'on a découvert que pendant la dernière campagne américaine, par exemple, il y avait des fermes de trolls à Saint-Pétersbourg, en Macédoine, dans lesquelles on avait des gens qui étaient payés toute la journée pour aller poster des tweets dégueulasses sur Hillary Clinton ou pro-Trump. Donc ça, c'est vraiment une opération de déstabilisation, de propagande menée volontairement, financée, avec toutes les règles habituelles, comme vous auriez pu imaginer, le même genre de choses avec quelqu'un qui faisait des affiches discriminatoires sur un candidat. Après, on l'a dit, le phénomène conspirationniste est aussi un phénomène de croyance. Quand on est un croyant, on est beaucoup plus motivé à faire valoir ses croyances que les autres, et surtout, on est beaucoup plus motivé à combattre. Dans ces sphères, il y a aussi une part importante de militants, de vrais militants qui sont soit des militants de partis, Front National, UPR, j'en passe et d'autres, et aussi des militants de cause, on va dire. Vous avez les anti-vaccins, vous avez les naturalistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, ceux qui croient que les reptiliens gouvernent le monde. Mais grosso modo, vous allez être face à des gens qui vont être dans une hyper volonté de faire savoir ce qu'ils ont découvert. Et donc c'est probablement ce qui explique, d'un point de vue de la psychologie comportementale, le mieux cette espèce de harcèlement permanent qui peut être vécu. Il ne faut pas oublier que la violence attire la violence, et que finalement, dans une discussion, plus le ton monte, et plus les gens vont crier fort. Et ben, sur Internet, c'est pareil. À partir du moment où on commence à comment dirais-je, on va commencer à déraper, eh bien, la réponse en face, ben, c'est rarement une réponse plus calme. Si vous insultez quelqu'un, il ne va pas vous répondre en tendant l'autre joue. Il va vous insulter aussi. Et donc, du coup, le phénomène, y compris d'anonymat, permet absolument tous les comportements. Moi, j'ai commencé à travailler sur Internet en 2002. Donc ça fait 15 ans que je travaille comme journaliste sur Internet. Il y a 15 ans, j'étais très 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 favorable à un Internet libre et sans contrainte. Aujourd'hui, je suis plus du tout là-dessus. Mais je comprends pas qu'on tolère l'anonymat sur Internet. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. En tout cas, que ça puisse continuer aujourd'hui. Et moi, je l'ai vécu, le phénomène de meutes hurlantes qui vous insultent tout le temps, machin. Et d'ailleurs, qui systématiquement vont dans l'injure antisémite ou homophobe. C'est un peu le duo gagnant en général. Mais je crois que l'une des vraies problématiques dans lesquelles on se trouve, c'est que c'est des gens qui ont trouvé une forme d'activité, une forme de vie comme ça. Et du coup, ils vont continuer. Donc, moi, je suis pas très très optimiste sur le fait que ces phénomènes de harcèlement en ligne diminuent beaucoup immédiatement. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire en termes d'éducation, et notamment auprès des plus jeunes. Mais pour l'instant, je suis pas certain que les comportements changent, parce que voilà, tout ce qu'on voit depuis des années, c'est que ça va crescendo, quoi.
Mais je crois que quand on n'a pas le temps de vérifier, la meilleure des choses, c'est de ne pas croire. C'est de suspendre son jugement. Voilà, déjà. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour prendre une décision, c'est de dire je ne sais pas. Mais c'est vachement dur. Hein. Et c'est vachement dur dans un monde d'immédiateté de l'information. Et il faut avoir beaucoup d'humilité. D'humilité de ne pas tout savoir et de ne pas tout comprendre. Et il faut d'autant plus l'avoir qu'on est journaliste ou qu'on aspire à être journaliste. Et que, grosso modo, les citoyens comptent un peu sur nous pour répondre à ces problématiques-là. Et il faut toujours garder à l'esprit aussi qu'il n'y a pas d'exemple de vrais complots, de vraies manipulations qui étaient mis à jour par des théoriciens du complot. J'en ai pas. Vous avez des journalistes qui peuvent parfois virer complotistes, mais les grandes manipulations de l'histoire, qui sont documentées, qui sont avérées, ce sont des historiens ou des journalistes, et souvent des journalistes d'ailleurs, qui les ont mis à jour de manière professionnelle, enfin voilà. Donc, moi je ne connais pas le complot qu'a mis à jour Thierry Messant, par exemple, ou Alex Jones. Voilà. Donc, moi j'aurais plutôt tendance à penser que dans ce magma dont vous parlez, si on parle de la complosphère, oui, que c'est pas fiable. Voilà. Mais, encore une fois, toute la perversité, toute la toxicité de ces contenus-là, c'est que quand vous lisez un article de Réseau Voltaire, les 90%, c'est vrai, hein. 90%, ça pose pas de problème, c'est factuellement vrai. Et c'est les 10% restants qui donnent une coloration tout à fait différente à l'ensemble et qui là, est une forme de falsification. Et c'est en ça que c'est dangereux. Si vous voulez empoisonner un ennemi, vous ne lui donnez pas un seau d'acide sulfurique fumant. Vous servez un bon vin, vous mettez un peu de cyanure dedans, et puis... donc, le mélange du vrai et du faux, du vrai et de l'invérifiable, c'est ça qui rend les choses aussi compliquées à démonter. Mais effectivement, il y a des cas, je pense qu'il y a quelques cas limites, où il est préférable de suspendre son jugement tant qu'on n'en sait pas plus. Si vous voulez, le travail du journaliste, idéalement, c'est d'instruire à charge et à décharge. C'est ça de chercher la vérité, instruire à charge et à décharge. La démarche des complotistes dont on parle, elle est guidée par un agenda politico-idéologique, qui est très clair en plus. Il suffit de passer 5 minutes sur ces sites pour comprendre sur qui ils veulent taper. Que ce soit des sites antisémites ou anti-arabes ou anti-islam, vous avez ça à Riposte Laïque par exemple, c'est pas vraiment, d'ailleurs ils ne vont pas sur l'antisémitisme, mais ils racontent n'importe quoi, y compris des choses complotistes sur les musulmans, ceux qui favoriseraient l'immigration, etc., le grand remplacement, le rabbia. Donc, franchement, en 5 minutes, vous voyez dans quelle direction ils veulent vous emmener, quoi. Alors, le lien, il est direct, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des études de psychologie sociale ou des sondages d'opinion, on s'aperçoit que plus on vote aux extrêmes, et plus pas seulement quand on vote, quand on consent à des opinions extrémistes, par exemple la peine de mort, etc., on a plutôt tendance à épouser, à avoir plus de probabilité à adhérer à des théories du complot. Voilà, c'est comme ça, il y a une corrélation. On ne sait pas quel lien de cause à effet, sans doute que c'est récursif. Plus on est complotiste, plus on est radical, inversement, plus on est radical, plus on est complotiste. Mais il y a une corrélation, voilà, c'est clair. Donc je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous voulez, au cœur de l'idéologie djihadiste, il y a l'idée d'un grand complot judéo-croisé contre l'islam. Je parlais tout à l'heure du versant victimaire et du versant accusatoire. Versant victimaire, complot contre l'islam. Versant accusatoire, complot judéo-croisé. D'accord ? Ça, c'est au cœur de l'idéologie djihadiste. C'est très clair. Et par-dessus ça, vous avez une deuxième couche qui se rajoute. C'est que vous avez dans le discours djihadiste contemporain une reprise des thèmes conspirationnistes européens. C'est-à-dire que vous avez, et même au-delà de la sphère djihadiste, mais vous avez chez Al-Souri, par exemple, théoricien d'Al-Qaïda, des références régulières au Nouvel Ordre Mondial. Or, le Nouvel Ordre Mondial, c'est un thème conspirationniste inventé dans les années 50 aux États-Unis, dans l'extrême droite américaine. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, avec la tradition musulmane, et c'est complètement étranger à la culture islamique.
Donc c'est étonnant de le retrouver là. Et vous avez, quand je dis au-delà de la sphère djihadiste, j'ai chez Hani Ramadan, par exemple, le directeur du Centre islamique de Genève, petit-fils du fondateur des Frères musulmans égyptiens, donc qui n'est pas djihadiste, vous avez l'idée, il y a une note de blog qui date d'il y a quelques années, où il explique que, vous savez, dans la tradition islamique, l'antéchrist, ce qu'on a signé l'antéchrist, il a pour nom le Dajjal. Le Dajjal, dans la tradition, est réputé borgne, il n'a qu'un œil. Et Hani Ramadan de nous expliquer que, en fait, c'est sans doute pas un hasard si le nouvel ordre mondial est symbolisé par un œil dans un triangle, et que sans doute, en fait, le Dajjal, c'est le nouvel ordre mondial. Donc on a là une forme de syncrétisme, si vous voulez, d'hybridation entre des thèmes qui sont issus de l'extrême droite européenne ou nord-américaine, en tout cas complotiste, et une tradition islamique qui vient la percuter, quoi. Donc voilà, le thème du complot, il est au centre de l'idéologie djihadiste. Et d'ailleurs, quand on a récupéré les ordinateurs et la bibliothèque d'Oussama Ben Laden, on a pu constater que c'était assez marrant, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près autant de livres qui expliquaient que le 11 septembre c'était pas lui, que de livres qui expliquaient que le 11 septembre c'était lui. C'était aussi l'un des paradoxes dans tous ces mouvements, c'est qu'ils se nourrissent beaucoup de tout ça. Et effectivement, plus récemment, on a découvert les ordinateurs du frère de Mohamed Merah. Il contenait là aussi tout un tas de liens, de vidéos qui étaient, je veux dire, un mi-chemin entre l'appel au meurtre et l'antisémitisme, le complotisme, voilà. Donc il y a un lien. Et chez Omar Hussein aussi. Ouais, chez Omar Hussein aussi, effectivement. Ça, c'est vraiment pour les connaisseurs du complotisme djihadiste. Mais je crois qu'il y a quand même un lien qu'il faut garder un peu en tête, c'est que tous les gens qui vont consommer des théories complotistes sur Internet ne deviennent pas des meurtriers, mais l'immense majorité, si ce n'est la totalité des mass murderers des 20 dernières années, d'Anders Breivik à tous ceux qui ont fait des tueries dans les écoles américaines, en passant par les responsables des attentats que nous avons connus en France, ils sont tous passés à un moment ou à un autre par la théorie du complot dans leur processus de radicalisation. Et donc ça doit effectivement être une forme de sonnette d'alarme dans le processus, et c'est d'ailleurs considéré comme tel. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'État français a débloqué des moyens afin d'essayer de lutter contre ces phénomènes de radicalisation.